Donc, bonjour à tous et à toutes pour ce 19e épisode des Uninkables, le podcast québécois en français qui parle de la méta, des résultats des tournois et de tout ce qui vous intéresse dans ce jeu qui nous est cher à tous. Donc, aujourd'hui, nous avons deux invités spéciales, les frères Provost, Xavier et Cédric. Donc, enchantés, messieurs. Salut. Salut. Dan est avec nous encore une fois et malheureusement, Billy n'a pas pu se libérer. Ça va bien tout le monde? Est-ce que vous avez eu le temps de jouer un petit peu en fin de semaine des derniers jours? Ça va bien, oui, mais on n'a pas eu le temps de jouer en fin de semaine ou des derniers jours. Mais ça va bien. Ouais, moi j'ai joué dimanche, je me suis pété. Fait que, mais tu sais, au moins. C'est rare qu'on entend ça, fait que j'ai hâte que tu nous en parles un peu plus. Habituellement, le discours qu'on entend, c'est ouais, oh, je t'ai rendu en finale, mais j'avais pitié de l'autre joueur, fait que je voulais lui laisser le tapis, fait que j'ai dit qu'il fait beau, fait que je m'en vais. Ouais. Pas cette fois-ci. Puis on a aussi, cette semaine, on a plusieurs sujets intéressants. On a eu en fin de semaine le dernier DLC de la saison, qui était la dernière chance officielle de se classer pour le tournoi, le gros tournoi qu'il va avoir à la fin de l'année. Bien sûr, la veille, je crois qu'il va y avoir un last chance invite, comme il va y avoir en Europe. Bref, on parlait de DLC de Seattle, de quelques releases qu'on a eu de Azurite ici. Depuis quelques jours, on a eu beaucoup d'autres cartes qui ont été révélées. Presque, il doit y avoir une cinquantaine de cartes depuis l'épisode de la semaine dernière. On en a eu quelques-unes qui, selon nous, valaient la peine d'être discutées. On va revenir là-dessus. Puis après ça, on va parler justement de nos 7 championships du week-end, qui était le dernier week-end des 7 championships de la saison. Donc, c'est ça. Pour commencer, Xavier, Cédric, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes deux joueurs qui jouent surtout sur la rive sud de Montréal, je crois. On a la chance, moi et Dan, de jouer souvent. La chance ou la malchance, là, vous êtes deux bons joueurs, de vous affronter souvent dans les tournois locaux. Alors, je vous laisse la parole. Présentez-vous vos backgrounds en TCG, vos accomplissements récents, etc. Je peux commencer. On n'a pas d'expérience dans les TCG. La seule expérience qu'on a, c'était Hearthstone, un peu. On était beaucoup plus des jeux de société. Encore aujourd'hui. Puis, c'est l'année passée qu'on est tombé sur l'Orcana. Fait qu'on a commencé dès le début. On est allé à Gen Con, justement, pour être dans les premiers à l'essayer. Puis, c'est ça. Ouais, fait que depuis, on joue depuis. Puis, c'est ça. C'est pas notre background dans ce qui est TCG. Puis, ouais. Puis là, on se débrouille. Ben, en fait, c'est la même chose. C'est sûr que là, il était humble. Il n'a pas dit quand même qu'est-ce qu'il fait à l'Orcana là. Les deux, on est quand même rendu à un niveau correct. Lui, il a quand même fait top 2 pas top 2, top 104. Ouais. Ben, du jour 2, ça, je voulais dire. Jour 2 à Toronto. Puis, sinon, en général, dans les championships, nous, c'est plus ça qu'on fait. On n'est pas dans un gros trip compétitif d'aller faire toutes les championships. Les challenges. Puis, sauf qu'on fait une coupe de championship, puis je pense qu'on a quand même du bon succès dans les championships. Mais sinon, un peu comme lui, là, généralement, on n'a pas fait de TCG avant, jeux société plus qu'autre chose. Puis, on est je pense qu'on est try hard dans la vie. Fait que ce qui fait que ça va bien, c'est parce que quand il y a des nouvelles cartes qui sortent, quand il y a des trucs qui arrivent, ben, on est juste vraiment comme tout le temps en train d'examiner ce qu'on peut faire. Puis, on est comme intense dans nos recherches. Mais sinon, c'est pas mal ça. Là. Mais aussi. Ouais, j'ai ajouté qu'on. Aussi, on est compétitif, mais on n'aime pas non plus, je pense, prendre un deck déjà fait, mettons. Puis comme je pense que une partie du fun, je trouve, de l'Orcana, comparativement à beaucoup de jeux de société, mettons, quand on pouvait jouer, c'était que le jeu va au-delà de la game qu'on joue là. C'est-à-dire une partie du jeu, c'est de faire notre deck. Puis on aime beaucoup justement aller expérimenter, puis c'est pas juste de ça qu'on parle, là, de genre potentiel deck qu'on peut faire qui peut briser la méta, parce qu'on veut pas vraiment aller là-dedans. Mettons, du discard, mettons, c'est le fun pour personne. Fait que c'est d'essayer de genre faire des trucs originaux, puis... Mais c'est aussi ce qu'on a, je pense que l'amour qu'on a pour leur canal, qu'on a découvert parce qu'on n'était pas dans les TCG avant, comme il dit, c'est qu'il y a une dimension dans le jeu que tu n'as pas dans les jeux de société habituels. Avec un TCG, c'est pas juste master un jeu. Tu sais, le jeu d'échecs a toujours existé.
Puis tu peux juste master le jeu qui existe déjà, mais à part ça, tu as comme une dimension. Tu peux être très compétitif avec les codes du jeu. Ce qu'on trouvait cool dans TCG, ce qu'on n'était pas habitué habituellement aussi, c'était de justement créer une nouvelle dimension qui était master un jeu, oui, mais tu crées tes propres règles parce que tu mets les cartes que tu veux dans un deck. Fait que tu peux vraiment comme... Fait que je trouve que prendre un deck méta, c'est s'enlever un peu la beauté du TCG qui est cette dimension-là qu'on a de créer puis de faire de quoi de nouveau puis de jouer selon nos propres règles. Fait que c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'on est très tryhard puis qu'on aime bien le jeu. Ouais. Non, puis je suis super d'accord avec ce que vous dites. Puis je pense qu'on en a parlé, puis vous êtes vu qu'on se voit beaucoup le mercredi. Tu sais, je sais que vous avez une vie occupée, vous êtes des entrepreneurs, puis tout ça, puis c'est un peu la discussion que j'avais. Puis pour ceux qui ne savent pas, tu sais, comme moi aussi j'ai une grosse job demandante. Puis je parlais avec vous autres, tu sais, comment vous trouvez le temps, puis tout ça, puis le fait que vous réussissez vraiment bien dans le TCG aussi. Fait que ça fait que c'est vraiment cool. Puis tu l'as mentionné très rapidement que vous êtes un peu try-hard dans la vie. Fait que cet aspect compétitif, je pense que c'est ça qui fait que vous êtes aussi là-dedans. Fait que parlez-nous un peu de la gestion de temps, là, être entrepreneur puis jouer en même temps. L'affaire que je pense qui est avantageux, en tout cas pour ma part, là, après il pourra parler pour lui aussi, mais c'est qu'on joue pas à 1000 affaires nécessairement. On aime les jeux de société, on se fait des soirées jeux, oui, mais quand on a un focus, on a un focus. Fait que tu sais, que ça soit la business, ça c'est autre chose, mais niveau divertissement à côté de la business, je joue pas à genre Magic, Lorcana puis 18 autres trucs hyper intenses, je joue que à Lorcana. Plus des petits jeux ici et là, mais en termes de trucs plus intenses, mettons. Fait que c'est sûr que ça l'aide niveau gestion du temps parce que comme je pense à ceux qui jouent à plein de TCG en même temps, je sais pas comment ils font pour gérer leur temps, mais comme pour moi, ce serait impossible. C'est très prenant en temps puis en argent, veut pas un TCG. C'est ça, exact. Une chance, les releases sont 3 mois, ça permet de planifier, mais d'un autre côté, vu que c'est aux 3 mois, tous les 3 mois, on a toujours une grosse dépense à faire pour se tenir à jour. Là. C'est ça. Il y a ça, puis aussi analyser les nouvelles cartes qui sortent, penser à des concepts. C'est sûr que je pense qu'on prendrait un peu plus de temps qu'on devrait parce que, tu sais, on pourrait prendre un méthodeck puis comme au moins on enlèverait le master puis enlever le trouble de overthink des cartes puis des concepts. Fait que, tu sais, nous, vu qu'on joue pas à d'autres TCG ou d'autres jeux comme ça, ben, on se prend peut-être plus de temps pour ça qu'on devrait. Mais, ouais, je pense que gestion du temps, c'est ça. C'est de focus sur pas 1000 jeux puis que un. Je pense que ça l'aide un peu, là. Je sais pas ça, tu joues ça? La même chose. On va pas la même réponse, là, que le temps qu'on a, mettons, les soirs où, ben, je parle pour moi aussi, mais le temps que, mettons, que j'ai le soir, mettons, ou les fins de semaine, puis, mettons, ou je sais pas, avant de me coucher, c'est pas rare que je prends, mettons, 1 heure, mettons, sur mon cell en train de vouloir faire des decks, genre, ou comme, parce que c'est pas comme si, tu sais, en ce moment, mettons, je game aussi, je gamais beaucoup avant, puis là, mais depuis que mettons, que je joue à l'Orcana, je game pas vraiment. Fait que pas mal de temps que je mettrais à, mettons, à gamer à autre chose, mais je le mets pas mal juste à essayer de penser à des nouvelles cartes, puis ben, des nouveaux decks, je veux dire. Puis ouais, je pense que c'est la clé là, de pas trop, pas d'avoir trop de jeux différents puis se perdre là-dedans. Là. Ouais. Mais on top of your head, de même, vous dites les deux que vous venez d'un background de jeux de société. C'est quoi, ça serait quoi votre jeu préféré tous les deux? Juste curieux parce que je suis un gros gamer moi aussi de jeux de société. OK. Fait que Xavier, commencez, mettons. Si je commence, mais là, depuis l'Orcana, on joue moins. Depuis l'Orcana, on joue moins à des jeux de société. Mais je pense que si j'avais à choisir en ce moment, ça change tout le temps, là, mais j'irais avec soit Wonderland's War ou Brass, je pense. Ah, Brass, ouais. Ça, je l'aime bien, celle-là. Là. Ouais, je pense qu'en ce moment, si j'avais à dire une réponse, ce serait un de ces deux-là. Ouais. Lancashire ou Birmingham? De quoi? Le Brass, Lancashire ou Birmingham? Tu vois, j'ai pas assez joué pour avoir un plan de match de comme où est-ce que je m'installe. Ben, c'est les deux versions. Je pensais que tu parlais des lieux parce qu'il y a des lieux dans le. Non, oui, la version. Mais la première version, je parle la version, mais pas la première, la version qui est blanche, là. Je sais pas c'est quelle des deux, là. Je pense que c'est Birmingham, yeah. Mais je pense que c'est la meilleure aussi, c'est ce que j'ai entendu. Il y a des petites différences. En fait, les deux sont très intéressants avec des petites différences. Ouais, ça, j'ai pas essayé l'autre par contre, là, mais quand on l'avait acheté à la base, j'avais juste misé voir qu'est-ce que le monde semblait préférer, puis ouais. Puis, tu dirais? Ben, tu sais, ces derniers temps, comme on joue beaucoup avec des nouvelles personnes à chaque fois des jeux de société, on n'a pas juste notre clé à qui on joue, fait qu'on a comme pas le choix des fois de jouer à des jeux qui sont un mix entre quand même cool puis divertissant puis compétitif, mais aussi accessible ou qui s'explique bien. Ah, des jeux plus légers, là.
Ouais, mais tu sais, un entre-deux, là, tu sais, on va pas nécessairement jouer à genre Monopoly ou de quoi comme ça, ou à Uno, tu sais. Fait que, il y a un jeu que vraiment, c'était un gros crush, puis une découverte, je pense, l'année passée, c'est Challenger. Je sais pas si tu connais. Ah oui, c'est cool. Ça, c'est un mix parfait, je trouve, entre quelqu'un qui aime builder des decks, puis genre faire un truc plus compétitif et compliqué, mais en même temps, c'est accessible et les règles sont simples. Fait que, qu'est-ce qui est cool avec ce genre de jeu-là, c'est que tu joues une fois avec plein de personnes qui commencent à jouer. Tu peux jouer jusqu'à genre 8, 12, 16. Oh. C'est vraiment beaucoup. C'est comme un tournoi, c'est comme plein de 1 contre 1. Puis tu fais genre 7 rounds, mais t'expliques les règles du jeu, tout le monde comprend tout de suite. Il n'y a pas tout le monde qui est bon. Là. La première game, le monde va être à chier, mais au moins, c'est le seul jeu que tu fais une game, que tout le monde se regarde, puis on sont comme, OK, on en fait une deuxième, parce que là, j'ai compris comment ça marche. Okay. Ça se refait super bien, tu sais. Fait que Challenger, je trouve, c'était une belle découverte. Puis sinon, pour le mois d'octobre, Chainsaw Massacre. Le board game, ouais. Le board game, je trouve, niveau thématique, c'est très cool parce qu'on est quand même des fans de films d'horreur. Puis ce jeu-là, c'est un jeu de survie, encore une fois, qui s'explique bien puis qui est simple, mais c'est vraiment plus un jeu immersif. Tu sais, moi, nous, tout le temps dans les jeux plus compétitifs ou plus stratégiques, mais celui-là, tu sais, c'est vraiment un jeu de dés, mais le dé apporte beaucoup. Tu sais, c'est pas juste du randomness, c'est vraiment, oui, c'est du randomness, mais le random ajoute à l'expérience parce que là, t'es stressé, tu brasses ton dé puis t'espères avoir un bon truc, puis là, t'as de la merde, tu meurs puis t'es comme, ah, OK. Je trouve que comme, ça fit avec la thématique horreur. Puis, ouais, ça aussi, c'est quand même cool comme jeu. Ouais. Mais la version Slaughterhouse, parce qu'il y en a plusieurs, là, mais ouais. Ouais, Slaughterhouse. Ouais. Voilà. Nice. Puis, guys, pour le prochain sujet, je voulais parler avec vous un peu du DLC de Seattle, vu qu'on a tout cet aspect compétitif de l'Arcana. Très beau DLC, je trouvais que dans le top cut, il y avait des nice decks. On a même vu un vert mauve surprenant là, avec Beast, puis l'item le Roses là, pour la synergie Beast Belle. Fait que ça, c'est vraiment cool. Dans le breakdown, là, mettons, on avait Ruby Sapphire 21%, Emerald Steel 18%, Ruby Amethyst 16%, Amber Steel 15% et Amber Amethyst 7%. Donc, tu sais, en finale, on a vraiment eu là, le match-up Amber Steel Song contre Green Steel, deck qui est super populaire, qui a été popularisé par Zan Said, que j'ai énormément joué dans les débuts du chapter. Puis comme un peu vous, là, je trouve que j'ai move out un peu du deck, même si je l'ai joué pendant comme 2 chapitres et demi. Le mirror match de 1, c'est très, très, très pénible. Tu sais, tu joues du top deck quasiment parce que t'as comme pas de carte. Puis de 1, c'est juste l'expérience de gaming. C'est pas nice. Tu sais, comme la personne en face de toi, elle déteste se faire discard et tout ça. Puis éventuellement, oui, tu veux gagner, mais tu veux pas comme, je sais pas, je veux pas te dire nuire. Ouais, c'est ça. Tu veux te faire des amis, tu sais. Je veux inviter tout le monde sur le podcast. C'est vraiment pas le gars qui joue Green Steel. Mais tu sais, d'un autre côté, il y a ça aussi. Puis la proportion des decks respectés, on avait beaucoup de decks. Puis c'est un des gars de Team Labyrinth qui a gagné finalement avec Green Steel, Luke Godwin. C'est pogné contre beaucoup de Ruby Amethyst aussi qui disaient en montant. Fait que l'avantage avec ça, c'est que c'est tellement un mauvais match-up contre Green Steel, Ruby Amethyst, que il y a des match-ups en diffusion qu'il a complètement explosé. Là, le gars, il pouvait rien faire du tout. Fait que comme encore une fois, la méta très diversifiée, mais un autre Green Steel qui a gagné. Si on se rappelle, il y a The Rat qui a gagné Green Steel avec Bucky à un des DLC. Puis après ça, il y a Zan Said qui a gagné le dernier. Puis là, ça l'a gagné encore celui-ci. Fait que tu sais, comme avant qu'on rentre un peu dans le meta breakdown, c'était quoi votre ressenti du Seattle, si vous avez eu la chance de pouvoir suivre les decklists ou genre le stream? Qu'est-ce que vous en avez pensé en général? Ben, moi, j'ai vraiment trouvé ça cool que je pense que c'est un des DLC, mais peut-être pas là, mais qui m'a le plus surpris avec le plus de decks qui sortaient de l'ordinaire. T'avais, comme tu as mentionné, le deck avec Beast puis l'item avec Belle. Mais il y a aussi, même dans Amber Steel, là, t'en avais un sans All New World. T'en avais un qui jouait Location. T'en avais genre, je pense, t'avais 2 decks, je pense, qui jouaient sans Ariel. Mais c'était un Steel Song, là, mais sans Ariel. Fait que, il y avait Ruby Amethyst Burn aussi, là, que je trouvais cool, là, comme, qui jouait avec le Chronicon, là. Il jouait Chronicon avec Goofy puis Paris Life. Puis, fait que, moi, j'ai vraiment trouvé ça cool. Ouais, la diversité des decks. Puis, même si je trouve que vers Green Steel, c'est quand même, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas assez de counter puis que ce soit trop présent dans la méta parce que c'est pas le fun de jouer contre ce deck-là. Puis ça me fait penser que tu disais que tu n'aimais pas le mirror match-up, mais je pense que c'est juste l'idée de jouer contre, en fait. Là. C'est pas juste
le mirror qui est pas le fun, c'est n'importe qui joue contre quelqu'un qui discard, c'est pas le fun, là. Fait que, l'effet que ça fait, c'est ça te tente pas, là. Forcément, ouais. C'est ça. Puis en plus, tu sais, ça se peut des fois que tu voles des games à un green steel, exemple, parce que justement, t'es pas fait assez discarté ou que tu réussis à genre courser un peu, puis à la fin, t'es en top deck, puis là, tu pourrais genre, je parle du rubis améthyste qui pourrait trouver son B-prep puis gagner avec GOAT. Mais ça reste que gagner sur un top deck, c'est pas cool. Tu sais, comme tu finis, puis même si tu gagnes, t'es quand même en mode genre tu tournes une carte à la fois. Puis je trouve la beauté du jeu, c'est que t'es censé avoir des options puis avoir des stratégies, mais comme rendu en top deck, si tu gagnes sur un top deck, c'est aussi pas tant le fun. Fait que je trouve que le concept du discard, il y a peut-être pas assez de answer encore. Puis ce qui fait que justement, c'est comme une méta qui est quand même diversifiée, qui a été cool, mais ça reste quand même que objectivement, même si nous, on essaie de parler des decks funky des fois et tout, puis on est comme, mon deck, il fonctionne quand même contre Green Steel un peu, ça reste qu'on sait qu'objectivement, Green Steel, c'est un hyper bon deck. Objectivement, c'est sûr comme que si tu as un Green Steel, tu vas pas tout gagner, il faut que tu sois bon pareil, mais ça reste que comme tu as les cartes clés qui peuvent gagner des games, puis tu as des combos qui sont abusés quand même, tu sais. Fait que ça, c'est un truc qui est quand même dommage parce que le 7-6, ben là, on en parlait tantôt, là, mais il n'y a pas énormément de nouveaux answers pour le Green Steel. Il y en a un peu, mais toutes les cartes vraiment qui servent à contrer Diablo et tout, sont déjà released. Les genres de Brawl, les Smash ou les Fire Cannon, les Kit Cloudkicker sont sortis. Il n'y a plus rien vraiment au 3 pour comme rebattre ce match-up-là, tu sais. Puis le plus difficile avec Green Steel, c'est parce que le opening, Diablo tour 1, Hidden Cove tour 2, Diablo tour 2, avec le signe un Storm, puis l'autre Ankh de bouger dedans, c'est le plus not opener en TCG de l'Orcana en ce moment. Même si tu as le not opener de bleu-rouge, de rubis améthyste, ça battra jamais ce not opener-là, parce que tu viens d'enlever un target, tu viens de cheater une chanson de 3, tu as joué une créature de 3 sur un tour 2 avec une location, puis là, c'est un 3-3 évasif qui pige à chaque fois. Comme si c'était pas assez, ta petite 1 que tu as mis au tour 1 t'a permis de voir la main de l'autre. Fait que tu sais ta line, c'est safe pas. Moi, je pourrais te dire des combos qu'on a trouvés qui sont nuts, là, qui pourraient vraiment être cool, mais que si on la joue, tu as des réponses claires qui brisent ton truc. Mais genre, le fait que le combo abusé, genre vraiment le nut du Green Steel, te donne en plus l'info nécessaire pour savoir si tu peux le faire. Un 2 en 1, c'est pété parce que si tu vois qu'il y a la toune pour te tuer ton Diablo, ben tu l'as reçu là après. Tu sais, comme il y a une dynamique qui est vraiment genre, tu vois la main de l'autre puis tu sais si ton robot marche ou pas. S'il marche pas, t'es comme, c'est pas grave, je vais être Prince John, comme ça, moi, je sais pour sûr que tu peux pas y toucher, tu sais. Il y a plein de... C'est ça. Fait que c'est vraiment fort, c'est vraiment très, très fort. Je comprends que le monde qui joue ça, là, c'est... Ben ça, tu viens de toucher un point avec Prince John. Puis c'est une des raisons, entre autres, pourquoi que Bucky avait été tiré au 12, on va le dire. C'est que faire des cartes trop fortes qui sont ward, ça fait mal. Je pense que pour ça, on va l'espérer que Ravensburger ait appris de leur leçon puis qu'il n'y ait pas trop de personnages ward qui ont des gros effets. Nous avons avec des personnages ward qui sont comme... à rigueur, comme Cusco, c'était pas si pire. Des wards qui ont rien d'autre à part ward, c'est pas si pire. Mais quand tu as un personnage ward qui a un effet sur toute la partie au complet et qui est quasiment impossible c'est ça qui peut rester debout pendant longtemps et affecter la partie, c'est un problème. C'est peut-être ça aussi qui fait que c'est si fâchant à jouer contre Green Steel, parce qu'on a l'impression qu'on peut même pas interagir. Tu as des personnages évasifs, tu as des personnages ward. Vous l'avez vu aussi... Et vous l'avez vu aussi dans la méta, là, beaucoup de listes Ruby Améthyste dans le top deck, ils ont remis Lady et Tremaine. Fait que, tu sais, en remettant Lady Tremaine, ben, c'est la seule façon que tu peux enlever. Non seulement que Ruby Améthyste a tellement peur de Green Steel, ils ont remis Lady Tremain, puis toutes les grosses listes jouaient Finders Keepers, qui est simple, en crabe, tu joues, tu piges 3 cartes. Parce que c'est ça. Puis sans ça, Cusco, le 2-drop, le lama, puis sans ça, c'est parce qu'ils veulent avoir du drop pour refaire leur main. Puis t'as vu tous les match-ups que Ruby Améthyste a réussi à gagner, c'est parce qu'ils ont été capables de jouer Finders Keeper, revenir, même que un des gars qui a battu Zan Sayed, sa liste jouait ces tools-là, juste pour vous dire à quel point que les decks ont teché contre juste parce que la force dans la méta de Green Steel.
Puis, Xavier, je sais pas si tu as moi, j'allais dire, en fait, que, ton bord. Là, on l'a mentionné sur aussi, ton mais expérience de game. indirectement, mais le vrai problème, je pense, c'est que la seule réponse contre ces cartes abusées-là qui ont Ward, en ce moment, c'est toutes des uninkable. Fait que, mettons, si on pense, mettons, à, je sais pas, là, la Anna, mettons, mauve, là, qui est 1-3, là, tour 3, là, t'as, mettons, je sais pas, ça peut être, t'as la... Peter Pan, Shadows. Peter Pan, ben non, mais ça fait contre Ward, là. Mettons, contre Ward. Ouais, tu sais, mettons, qui interagit avec des cartes qui sont, mettons, tu prends Pick a Fight, mettons, tu prends la 4, là, qui est Namari, je pense. Il y a Wassault, mais il y a aussi la 4, là, qui est 2-4, Namari. Oui, mais la grosse Cindy. Elle, c'est la seule Inkable, mais elle arrive trop tard pour que tu puisses faire de quoi. Fait que tous ceux qui peuvent faire tous ceux qui peuvent faire de quoi, en fait, au bon moment, sont tous uninkable. Fait que le problème avec ça, c'est que est-ce que tu vas vraiment prendre tes quelques places que tu as pour l'uninkable pour un seul match-up? C'est ça qui est comme dommage, c'est que le match-up est tellement présent, puis que la façon de taker compte, c'est de mettre des uninkable dans ton deck qui vont servir à rien contre tous les autres match-ups. Ça, c'est un autre problème aussi, je trouve. Parce que ça pourrait être, je pense que si les cartes qui mettons, pick a fight, whatever, c'est ce genre de cartes-là, si c'était inkable, je pense que le Ward, mettons, je pense que Prince John puis compagnie serait, ou l'ancien Bucky n'aurait pas été un si gros problème. Mais le fait qu'il soit inkable, ça rend ça impardonnable. Ça nuit trop des autres match-ups. Tu vas pas mettre une carte de merde pour gagner contre un match-up. Puis encore là, tu vas-tu plus gagner si tu mets cette carte-là? Parce que comme, tu sais, t'en mets 4, il y a 4, on va dire Prince John, comme, faut qu'il arrive au bon moment les deux. C'est comme, ça veut pas dire que tu joues 4 Brawl, que comme tu vas être capable de Brawl Diablo. C'est le même concept. Fait que le fait qu'il soit... Attends, excuse, faut que je sois on focus. Okay. Juste le fait que comme qu'il soit uninkable, tu sais, moi j'avais essayé de jouer avec Namari, là, la 2-4, parce que tu sais, j'étais tanné, j'étais comme, tu sais, je veux jouer Namari, ça va être correct, mais comme pas de temps, parce que contre du ruban améthyste, c'est à chier, contre du rouge-bleu, c'est à chier, contre bien des affaires, c'est à chier. Fait comme... Elle a deux d'attaque. Elle a tout ce que le monde met pour counter Diablo, Ursula et compagnie, counter aussi la carte qui est censée les counter, les Warriors. En tout cas, ça marche pas, là. Ouais. Puis, tu sais, tout ça pour en venir à un wrap-up du DLC puis de parler un peu. Tu sais, en ce moment, je vous en ai parlé un peu avant qu'on embarque sur le podcast, mais c'est quoi votre ressenti en ce moment avec l'état de la couleur d'encre Steel? Tu sais, comme en ce moment, si tu veux jouer un mid-range deck, tu vas très semblablement jouer quelque chose avec Steel. Si tu veux bien performer dans un DLC, dans un Store Championship, c'est sûr que tu vas jouer un semblant de Purple Steel, c'est comme le deck moitié aggro avec des docks qu'on a vu, Fire the Cannon puis le Bounce Package, quand même bon. Green Steel, tu vas jouer Amber Steel, puis tu as Blue Steel aussi qui est bon. Fait que la force puis la présence de Steel parce que ça te donne les meilleurs tools dans le early game, parce qu'il n'y a pas tant de removal early game autre que dans du Steel. Fait que ça, selon moi, c'est déjà un problème pour tuer des affaires on curve. Tu sais, mettons, tu veux tuer un Diablo puis tu joues pas Steel, là, tu vas faire dans le Cloud Ruby, Kicker, tu vas faire comme Pinocchio Exert, puis tu vas rentrer dedans avec un évasif. Fait que c'est comme plus complexe rentrer dedans. Fait que je vais vous demander c'est quoi votre ressenti sur la metagame avec Steel en ce moment. Tu sais, certes, on peut la mélanger avec beaucoup de couleurs, fait que c'est versatile, mais c'est quand même Steel la fondation pour aller avec ça. Je pense que c'est la couleur qui est justement, comme tu as dit, pourquoi être aussi hot? C'est parce que c'est la couleur qui counter le plus le deck problématique, qui est green, Steel. Puis encore là, je pense pas que c'est la meilleure couleur. Je pense que green, c'est la meilleure couleur pour counter ce deck-là avec Ursula et tout. Mais que tu mixes les deux puis tu te rends compte que c'est deux green Steel qui peuvent se counter entre eux. Mais ça reste que oui, à part green, Steel, c'est Fire the Cannon qui est parfait pour Diablo. C'est le seul qui a assez de removal qui sont pas des songs pour être placé dans ce deck-là. Puis t'as d'autres tours qui sont vraiment cool dans Steel, tu sais. Les chansons, là. T'as des chansons intéressantes, puis c'est aussi des chansons, c'est des chansons qui peuvent se signer à 3 sont toutes vraiment cool. Puis c'est ça, je pense qu'overall, c'est une couleur qui est hyper saine puis qui va comme continuer à être super jouée. Puis à counter les agros aussi, tu sais, je pense que comme c'est ça qui est cool avec ce deck-là. C'est que tu peux en mettre, tu peux mettre des cartes qui counter les agros, tu peux mettre des baboums si tu as besoin pour tuer plus Diablo, whatever. Puis t'es comme, hey, fuck off, je joue contre du rouge-bleu, je fais juste le ancré, puis je fais mon autre line, tu sais. Je mets Smith au 2, qui est une bonne carte au 2 aussi, là. Fait que je pense que le gris a vraiment comme une belle place là, surtout avec Diablo. C'est pour ça comme que là, je check les nouvelles cartes qui sortent, puis peu importe le mix de couleurs que je me mets ensemble, je cherche, mettons,
qui interagissent le mieux avec Diablo. Puis à chaque fois, je reviens soit sur du vert, soit sur du gris. Fait que je suis comme, OK, ben, tu sais, j'ai joué rouge-vert. Là, j'avais Brawl puis j'avais Kit, qui étaient comme des bons trucs contre Diablo. Mais je suis comme, c'est peut-être pas si hot que ça, mais ça marche. Après, t'as peu importe quoi avec du gris, tu peux placer des Fire de Canaan, des Baboom puis des Smash, puis t'es good, tu sais. Fait que je pense que pour ça, gris est vraiment, vraiment bien. En plus, dans le gris, t'as la shift line des 2 Robins, qui en plus sont en crabe tous les deux, qui demeurent une des meilleures shift lines du jeu, là. Je veux dire, le Robin à 5, shift 3, c'est vraiment fort. Tu as accès aussi à Pete, qui est une très bonne réponse. Pete, c'est un problème, ça aussi. Pete, il est même bon contre les decks aggro. Quand tu ne veux pas te faire jouer un Gathering Knowledge and Wisdom, un Pete bien placé, ça peut tuer un deck aggro. Là. Ça peut tuer aussi un Ember Steel Song. Là. Fait que je suis d'accord. Présentement, le Steel, c'est selon moi la couleur la plus forte overall. Puis la deuxième, tu regardes les couleurs. Non, c'est vrai. Pas parce qu'elle est versatile. Elle est partout, puis c'est une des... Comme on dit, tu veux faire un deck, souvent tu vas commencer par le steel, puis c'est quoi que tu veux y amener comme saveur avec ça, tu sais? Ben, en fait, je pense que techniquement, je pense que c'est le vert qui est plus problématique ou que les cartes qui sont plus... Juste pair avec gris. Non, parce que le vert mauve est super cool aussi. Puis je pense que comme vert... Qui est pas problématique. Mais ça reste que les cartes problématiques, c'est pas les styles. Les cartes problématiques, c'est les Ursula, Ursula, les Diablos. C'est comme si tu prends genre vert qui a moins toutes les cartes polyvalentes ever, mais tu as des cartes qui sont hyper problématiques, genre Diablo puis Prince John. Et tu prends le style qui est le plus constant et tu as le meilleur panoplie d'options qui sont vraiment cool. C'est le style. Mais tu mets les deux ensemble, puis là, tu as le code vraiment fort. Mais le green est vraiment cool aussi. Là. Ursula, c'est vraiment cool. Ouais. Puis, tu sais, pour en rajouter à ce que tu dis, Cédric, selon moi, si on parle d'encre toolbox, là, quelque chose qui a beaucoup de réponses à beaucoup d'affaires, je vais dire vert, c'est peut-être l'encre la plus forte. Le problème avec vert, c'est si tu es capable de le pairer avec gris. Gris est la seule couleur qui a du early removal en ce moment. Puis ça, c'est peut-être une des problématiques qu'on n'a pas assez exploré chez l'Orcana. C'est on n'est pas capable de donner des early removal à d'autres encres. Tu sais, comme Brawl, on l'a, mais on va se le dire, guys, là, Brawl, c'est pas une bonne carte. C'est juste que, tu sais, il y a des affaires comme Iram qui existent, des Diablos qui existent. Ça fait qu'on va jouer Brawl, puis c'est notre early removal. Rouge. Exact. Puis Kit, c'est une excellente carte. C'est un body, il est inkable. Très bonne carte. C'est juste que, tu sais, comme encore là, sur un curve de 3, gris peuvent te remove sur le curve de 1, curve de 2, tout ça. Fait que je pense que, tu sais, on a toute la bonne décision, c'est que les deux ensemble, on a tout le même consensus. Si on veut, les deux ensemble, ça fait que c'est vraiment fort. Puis le jour où est-ce qu'on veut enlever un peu la force à Green Steel, il va falloir amener du early removal sur d'autres couleurs, en plus que des bodies ou des affaires qui arrivent sur un 3. En même temps, je pense que le vrai problème, c'est aussi... un autre problème aussi, c'est que ça vient avec le rouge-bleu, je pense, qui fait en sorte que pendant longtemps, même les sets d'avant, tu veux faire un deck qui est un peu... qui est moins méta, mettons, qui est un peu plus original. Puis le problème, c'est que tant près pas le cul entre deux chaises, mais dans le sens que il faut que tu sois assez rapide pour battre rouge-bleu, mais il faut que tu aies assez de tout le reste pour battre tout le reste, en fait. Là, mettons du gris-vert. Fait que t'es tant pris, mettons, si tu veux essayer de battre gris-vert, à chaque fois, tu peux penser peut-être à un deck, mais tu vas forcément, pas forcément, mais tu battras pas rouge-bleu. Fait que après, c'est tant pris entre deux parce que je trouve que rouge-bleu est quasiment autant problématique. Quasiment autant problématique que vert-gris. Dans l'optique où est-ce que si c'est un mastodonte, là, ce deck-là, puis tu sais, on parle de early removal, mettons, je pense que Sisu, mettons, avec la petite Sisu, quand tu joues avec des 4 Ice Blocks ou 3 Ice Blocks, je trouve que c'est vraiment très fort, là. Surtout que ça peut permettre de peut-être shift la grosse Sisu plus tôt, puis en tout cas, c'est quand même polyvalent. Mais pour nous, je pense que le problème, c'est que tu as un deck comme rouge-bleu qui joue pas dans les vraies règles des autres decks, mettons. C'est-à-dire qu'il joue pas tant au début pour le board, il fait juste comme se placer. Puis à un moment donné, ben là, c'est removal après removal, puis tu peux plus jouer au jeu rendu à un certain point. Si tu t'es rendu là, alors que puis de l'autre côté, il faut que tu sois assez rapide pour battre ces decks-là, mais assez bon pour assez lent, contrôle, whatever, pour battre les hyper aggro puis les verts et gris. Fait que ce qui fait que c'est impossible. T'es tout pris entre ces deux gros decks-là, qui sont justement les deux decks qui ont le mieux performé, je pense, à Seattle, là, même à Los Angeles. Non, pas Los Angeles, excuse-moi, à Vegas. C'est que t'as rouge-bleu, puis t'as gris-vert,
Puis t'as aucun deck, je pense, qui peut battre ces deux decks-là. Genre, si t'en bats un, tu bats pas l'autre. En tout cas, généralement. Ou t'es comme correct, puis tu peux t'en sortir. Ouais. Comme, c'est pour ça que Ruben Amethyst s'en sort souvent, parce que comme, t'as pas un bon match-up gris-vert, mais t'es capable. Comme il y en a, c'est auto-lourd, mais lui, il est capable pareil. Vu qu'il y a assez de toolbox aussi, assez des bonnes options pour ajouter des trucs pour être capable de genre se rendre à B-Prep, puis comme sauf que ça reste que, tu sais, quand tu parles du style avec les early removal, genre moi, à chaque fois que j'essaie de faire un deck, je suis comme, OK, ben je veux mettre des trucs pour être assez rapides, mais tous mes trucs assez rapides au 1, 2, 3, ça a tout 2 de vie. Tu sais, je suis comme, OK, mettre Banzai, je quest pour 2, c'est cool. 2 points de vie. Je te tue avec mon LED de Storm Agent après avoir shifté mon Diablo. Je suis comme, OK, ça fait mal. Tu mets Piglet, tu veux juste être méga plus rapide aussi. Même affaire, tu te fais genre Fire the Canyon. Fait que tu sais, t'es en mode, OK, fait que là, je peux pas jouer ces cartes-là. Tu vas jouer Flynn, peut-être Flynn Sissou qui est super cool contre du rouge-bleu. Tu vas te faire juste tuer ton Flynn. Et là, t'es comme, OK, bon, je vais mettre des cartes qui est bon, même si c'est de remove, qui ont 3 points de vie. Fait qu'il y a du monde qui joue genre Minimouse ou Olaf, taux 1, quand c'est vraiment moins bon que les autres options taux 1, mais sont comme, au moins j'ai 3 points de vie. Mais à force de faire au moins j'ai 3 points de vie, ben c'est rare le truc qui ont 3 points de vie et qui quest pour 2-3. Fait que tu te rends forcément en late game contre du rouge-bleu, puis forcément t'es dans une position plus bizarre après, tu sais. Fait que c'est comme ça, comme l'enjeu qui est weird. Tu sais, le monde vont jouer, Ruben Amethyst vont jouer les Cusco, parce qu'ils sont comme, au moins je me fais remove, j'ai de la value, mais Cusco, c'est pas la meilleure carte contre rouge-bleu non plus. Tu sais, tu veux vraiment plus Flynn Sissou, mais j'ai mieux piger une carte contre du Green Steel. Fait que c'est ça. Je pense qu'être en deux chaises, c'est vraiment la bonne expression, là. Ouais, c'est comme on dit, c'est pick your poison. Tu es dans un état où tu dois évaluer la méta que tu penses affronter. Puis si dans ton coin, il y a beaucoup de discard, tu tech contre. S'il y a beaucoup de rouge-bleu, exact. Tech contre. Là. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a des cartes comme que j'ai trouvé cool, qui n'ont pas été exploitées, qui ont été exploitées, oui, mais que je trouve qui étaient intéressantes puis qui auraient peut-être pu faire autre chose que leur rôle présentement. C'est comme Daisy Duck, qui est une 1, qui peut quest, mais qui a un body 1-4. Ça, ce que je trouvais cool, c'est que t'es comme, OK, bon, ben, même si t'es en mode, tu sais, comme t'es pas nécessairement en mode aggro, mais t'es en mode genre, je veux race le rouge-bleu, tu peux la mettre au 1, puis t'es comme, OK, au moins, je peux quest. Puis contre un Ember Steel ou du style en général, tu la mets au 1, puis t'es pas stressé, elle va rester là. Puis après, tu décides si tu quests ou pas. Ça, après, je trouve ça cool parce que tu t'en sers comme contrôle à la place. Tu la laisses là, puis c'est tout, puis elle peut trade si tu veux. Mais ça reste que comme ça, c'est un body qui peut te faire. Fait que là, tu as des cartes comme ça qui peuvent être, mais c'est des cartes qui sont uninkable, c'est des cartes comme que, en tout cas, qui ont été jouées, qui ont été enlevées après, puis comme que, c'est ça. T'as pas de réponse simple à ces deux problèmes-là, là, qui est Steel et rouge-bleu. Absolument. Puis maintenant, Jeff, si on parle un peu du Azurite Sea, je pense qu'on est tous excités après des mois de la même méthode. Comme je pense qu'on arrive à la fin, normalement, le hype, il revient tout le temps quand la dernière semaine du set championship sort, où est-ce que le monde, ils ont joué leur deck, on a joué les decks qu'on a aimés, puis là, maintenant, on est prêt pour des nouvelles cartes. Là. Fait que, Jeff, fais-nous un tour de avant, je peux juste t'interrompre un instant? Je viens de faire un flash. Parce qu'on parle... S'il va après, ça va vraiment être long. Vas-y, voyons. C'est qu'on parlait de, justement, je pense, comme, tu sais, être en deux chaises entre le steel puis le rouge-bleu. Mais je viens d'avoir un flash d'un deck qui a fait le D2, là, qui était le deck location. Ça, je trouve, c'était une bonne alternative. Bonne alternative. Qui est justement genre, OK, je veux avoir du questing power on board pour battre le rouge-bleu. Mais ce que je te mets sur le board, tu peux pas le remove nécessairement. Avec des chansons. Fait que ça, je trouvais que c'est une belle approche, puis ça a bien marché, ça fait des tout. J'ai vu ça, j'étais comme, oh wow, c'est vraiment cool. Tu mets 3 locations contre du steel, puis t'es comme, bon, ben vas-y, chante tes tunes. Ça, je trouvais ça quand même nice. Et le joueur a gagné son premier match aussi des tout. Il a perdu top 32, si je me rappelle bien. Là. C'est ça. Mais c'est bon. C'est l'idée du deck en soi, puis t'es comme, pour vrai, quand on parlait du deck qui pouvait être en deux chaises, c'est celui-là en vrai, tu sais. Ça peut race en mettant des trucs qui se font pas tuer par l'aide de Storm Agent. Tu sais, genre, tu mets ton location taux 1, elle s'est pas tuer. Tu mets ton Felix Fix qui te fait piger, elle s'est pas tuer. Puis après, tu peux aller avec, je sais pas, là, John Silver qui s'est pas tué non plus. Puis après, tu peux juste crisser genre 2-3 locations, puis t'es good aussi, tu sais. Fait que... Ouais. La méthode pirate va être intéressante là, avec ce que tu viens de dire aussi, Cédric, mais il y a un deck que je trouve qui cogne à la porte de ces decks-là, mais qui est pas là tout à fait, c'est Vert Mauve. Vert Mauve est très proche
de pouvoir challenger beaucoup de ces decks-là. Moi, j'ai joué beaucoup ce chapter-ci. Il manque un peu de quoi contre Steel, parce que si tu veux battre vert rouge si tu veux battre rouge-bleu facilement, ben, tu vas jouer le package Banzai et Merfolk. Mais si tu joues ça, tu es vraiment plus faible contre Steel, mais tu vas gagner plus ces matchs-là, puis tu vas gagner Ruby Amethyst aussi beaucoup plus facilement. Fait que je trouve que c'est un deck qui cogne beaucoup à la porte, mais qui manque juste ce extra-là. Puis je pense que le extra, c'est comme du early control, là, tu sais, autre que Kit. Là. Mais je pense que tu as joué une variante qui est similaire, qu'on en reparlera un peu après. Là. C'est vrai que le rouge-vert, qui est des decks qui jouent très similaires. Fait qu'on en parlera un peu tantôt, mais je pense que c'est des decks qui sont proches. Azurite-C. Bon, la semaine dernière, pendant que j'étais absent, j'étais quand même un petit peu là parce que j'avais concocté une liste de cartes qui valait la peine d'être résumée. Il y en a eu beaucoup qui ont été révélées dans les derniers à peu près 10 jours. Là, on parle de facilement 40-50 cartes. On ne veut pas non plus faire un épisode de 1h30 aujourd'hui. Alors, j'ai juste ciblé 4-5 cartes qui, pour moi, je croyais qu'il y aurait le plus de chances d'avoir un impact dans la prochaine méta. Alors, je vais commencer ça comme ça. Je suis allé dans le Ember. Il y a un nouveau Simba, Pride Protector, qui est une carte qui coûte 5, uninkable, avec l'option Shift 3, 4-4, Quest pour 2. Si Exert en fin de tour, on peut ready tous nos characters, tous nos autres personnages. Alors, la force de cette carte-là, c'est qu'elle synergise vraiment bien avec une carte qui est déjà beaucoup jouée dans l'Ember, dans les listes plus aggro. C'est le petit Simba Bodyguard. Fait que tu peux shifter directement dessus. Puis par la suite, ça demeure quand même un quart de 4-4. Fait que si tu fais rapidement ce shift-là, ça reste difficile pour les adversaires à gérer. Puis en plus, quand tu ready les autres personnages à la fin de ton tour, c'est vraiment bon. Là. Donc, je ne sais pas votre avis sur cette carte-là. Pensez-vous jouer ou non? Moi, je pense qu'avec le petit Simba tour 1, je pense que ça va être joué. Ouais, dans du gris, là. Aussi. Parce que uninkable, puis justement, je pense que ça va peut-être pas te permettre de, quand tu joues petit, tu peux te permettre d'avoir peut-être un peu plus d'uninkable. Puis d'avoir un shift sur un 1, je pense que c'est vraiment game changer. Là. Fait que ton petit Simba qui sert à cycle, finalement, va pouvoir devenir un gros body qui va faire de quoi d'intéressant. Là. Fait que je pense que ça va être joué dans du... je sais pas si ça va être dans une version Song, mais dans une version Steel Ember. Ouais. Je pense que ouais. Ouais, ben, du même avis, Ember Steel, je pense que c'est vraiment un bon match-up avec ça, parce que comme oui, tu as le Simba, mais le 1, je trouve qu'il est quand même cool. Il est peu joué, mais pour vrai, quand que les comptes d'Uninkable sont tellement importants des fois, pouvoir circle ton deck puis discarter un Uninkable, c'est cool, tu sais. Ouais. Fait que si tu veux jouer aggro puis t'es déjà comme shirt en Uninkable parce que ben, tu joues des 1 qui quest pour 2 puis sont Uninkable, tu joues des 4 Uninkable, puis là, souvent les aggro decks ils ont peut-être 16 Uninkable ou même plus des fois. Mais c'est pas grave, vu qu'ils sont quand même plus. Ils inkent pas beaucoup, fait que ça va. Mais ça reste qu'un petit Simba, ça peut être intéressant pareil dans ce cas-là, tu sais. Oui, à quoi juste pour 1, mais comme au pire, tu l'ancres. Fait que t'as plus qu'une option. Fait que, tu sais, exemple, tu pourrais mettre ton Simba 2 qui protège de quoi, oui. Généralement, elle se fait tuer. Fait que, tu sais, c'est là que c'est peut-être moins intéressant, mais au pire, tu mets autre chose. Puis, à shift tour 4, right? Tour 3. Tour 3. À shift. Ouais. Tu sais, si tu pourrais jouer, t'as 1, puis t'as tour 2, ben, tu joues 2 one-drop, qui est là-dedans, c'est un Simba, tu sais. Ouais. Ça, je pense qu'il y a un truc qui fait que ton Simba ne mourra pas. Puis c'est pas intéressant aussi. Oui, parce qu'on a tendance à l'oublier parce qu'on n'a pas vu beaucoup de listes comme ça, mais Ember Steel Song peut aussi jouer une version quand même assez aggro. Là. Si tu vas avec les Smee, tu vas avec les Lawrence, tu as beaucoup de personnages à 2-3 qui ont des gros corps. Les Docs, pour vrai, je trouve que ça a été... je pense que c'est plus vers la fin du set que le monde commençait à voir à quel point c'était cool. Je pense qu'au début, le monde a fait « Ah, OK, non, c'est vraiment nice. » Mais on n'a pas vu tant de listes avec ça. Il y en avait. Surtout, je pense, le gris mauve, mais c'est pas mal tout. Mais là, live, vraiment, c'est là que c'est ressorti plus. Même les decks vert gris ont commencé à l'ajouter des fois une copie ou plus. Luke Godwin en jouait un dans sa liste, justement. C'est ça. Mais c'est une hyper bonne carte. Puis je me dis, dans un deck aggro, c'est ça qu'il faut que tu joues, c'est sûr. Fait que je pense que Ember Steel aggro pourrait être un thing. Deuxième carte que j'ai notée, là, je pense que ça va être Dan qui va pouvoir réagir là-dessus. Basil Disguised Detective en émeraude. Coup de 6 en crabe, Shift 4, 4-5, Quest pour 2, avec l'habilité, quand on ancre ce tour-ci, on peut payer 1 pour faire discarter une carte de la main de l'adversaire. Donc, un autre discard tool. On en a parlé un petit peu, moi et Dan, mais j'aimerais ça que tu nous expliques plus en détail le fond que tu as pensé. Ouais.
Exact. J'ai dit à GF ce que j'en dis maintenant. Tu sais, sur papier, ça a l'air une carte vraiment forte. C'est comme un peu comme quand on a vu Jafar Mauve la première fois. C'est comme, OK, oh wow, All New World, c'est broken. Je pense que c'est un effet qui est très, très fort. Puis ils savent, ils ont fait un Enchanted qui a été revealed aujourd'hui. Puis je pense que c'est une carte qui est vraiment, vraiment forte. Ça reste à voir, tu sais, parce que il atterrit sur quoi? Le cost 6, si tu le chiffres pas, il chiffre à 4 avec un plus petit Basil. Fait que quand il y a des cartes de même qui chiffrent et qui sont très fortes, comme un Jafar, quand tu vois le low target, tu sais que tu dois l'éliminer tout de suite. Puis une fois que tu l'élimines, ben là, ça veut dire que ton Basil, il rentre tour 6. Ça veut dire que si tu rentres tour 6, il n'y a pas d'effet qui peut impacter le board parce que tu n'as pas d'encre qui peut, à moins de payer avec vert bleu, qui est comme une couleur que le monde expérimente avec, qui est vraiment le fun à jouer. À moins d'avoir ça, tu peux agressivement faire une espèce de ramp rapide, jouer, puis fishbone, puis l'utiliser tout de suite. Mais sans ça, je trouve que ça va être une bonne carte sur papier, mais je sais pas si ça va être tant méta que ça. Fait que moi, je reste sceptique. Je dis pas que l'effet est pas bon. L'effet est très bon. C'est juste que j'ai hâte de voir comment la méta va l'amener parce qu'on voit pas de Jafar en ce moment. Mais c'est sûr que si tu joues le vert bleu, puis je pense que Xavier... Ah ouais, moi, c'était mon deck cette saison-ci. Ouais, j'ai Exact. Exact. Fait que, tu sais, ça peut donner une tournure assez comme discard avec ça. Puis si tu commences à jouer des tools comme, OK, ben, je vais jouer vert bleu avec des Ursula, des Sudden Chill, des Diablo, puis tout ça. Là, on parle de peut-être qu'un deck qui va pouvoir contester dans la méta. Mais si tu as ces tools-là, à voir, tu sais, si c'est aussi bon. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de non-crap dans ces couleurs-là. Fait que si tu rajoutes ça en plus, à voir comment ça peut combiner. Mais vous, les gars, quand vous avez vu cette carte-là, mais je peux aussi, avec ce que tu disais aussi, je trouvais que on parlait peut-être du vert bleu. Ouais. Il y avait, je pense, c'était à Vegas, le DLC avant, qui a fait top 65. Il y avait fait il a pas fait le top cut, fait que c'est pas rendu jour 2, mais il jouait bleu. Il y a un gars qui jouait bleu-vert. Puis sa version du bleu-vert, il jouait avec l'Arabelle, comme la façon qu'il doit être joué. Sauf qu'il avait mis je pense qu'il avait mis 4 hypnothèses, avec un petit peu, genre un soupçon de discard. Parce que souvent, il remarquait que quand tu joues ce deck-là, le monde, il y a 2 façons de réagir. Soit tu essaies d'être super gros, soit que tu vides ta main, en fait. C'est une façon d'essayer de contrer ça. Puis lui, ce qu'il disait, en fait, c'est que, OK, mais si on joue pas ma game qui est que je veux que tu aies des cartes et j'ai des cartes, puis on joue à ce jeu-là. Mais si tu veux pas jouer cette game-là, en voulant pas avoir de cartes en main, je vais discarter, ta dernière carte ou tes quelques dernières cartes. Puis là, à ce moment-là, moi, je vais avoir des cartes, puis on va jouer une autre game, là, parce que... Comment? C'est pas bête. Non, c'est ça. Puis il a fait top 65 le DLC d'avant. Fait que ça a quand même marché parce que le monde, first, c'est un deck que tu vois pas. Fait que ça prend le monde par surprise. Le cas qui pense comprendre c'est quoi de la game, maintenant, il voit que l'Arabelle. Game 2, il se dit, je vais tout le temps me garder 1 ou 2 cartes. Comme ça, que l'Arabelle va rien faire. Mais si tu gardes 1 ou 2 cartes, puis là, tu shifts Basil, mettons, tu joues Basil ou tu joues des hypnothèses ou whatever, tu discartes sa dernière carte. Puis là, tu continues à piocher un peu. Puis lui, il a juste 0 carte. Sans être full aggro discard, tu peux jouer 2 games, justement, genre qui est comme, OK, on joue la game de la Carabelle, mais si tu veux pas jouer cette game-là, je te discarte ta main. Puis, fait que je pense que ça va peut-être pouvoir être joué dans ce deck-là. Moi, je pense que c'est plus. Il y a aussi qu'il y en a un Basil bleu qui est drop 1. Ouais, tu peux avoir la ligne Basil tour 1, tour 2 typo, tour 3, tu fais soit Ntala ou quelque chose pour, même si c'est à 4 quand tu joues ton Basil, ça va la peine. Après ça, Basil. Mais c'est ça. C'est justement ça c'est justement ça le problème un peu, GF. C'est parce que ton tool de 2, c'est Basil. Si tu joues Discard, ton tool de 2, c'est Ursula, c'est Diablo, c'est des affaires de main. Fait que, tu sais, c'est un peu c'est ton différent. Ça, tu rentres. Ouais, c'est ça. Mais là, admettons ton tour 2, normalement, si tu joues un typo, tu joues une game qui est un peu plus ramp control Clarabelle, comme le deck que Cédric a joué, puis en backup, tu as le build Discard. Ou tu fais un build qui est comme hybride, discard bleu-vert. Fait que j'étais excité de voir les deux, ce que le monde va. Mais je pense pas que tu joues Diablo dans ce deck-là. Fait que, à voir, là. Non, mais moi, ma version, je trouvais vraiment que. Mais je pense que Jeff, toi, tu jouais Diablo là, dans ta version? Ouais, je jouais avant, puis je me suis rendu compte que même avec la Clarabelle à 3, ça fonctionne. Fait que ça m'a permis de rajouter, j'ai enlevé les Diablos pour me mettre à la place des Clarabelles, pour avoir plus de shift target pour la grosse Clarabelle. Puis ça m'a permis de mettre un petit spice que j'ai mis en mettant 2 Uninkable, la Beast roche verte à 4, que le monde a tendance à oublier. Mais c'est ça, il n'y a pas de roche dans ces 2 couleurs-là. Fait que ça m'a permis d'en rentrer 2. Ouais, ça, c'est moi, j'ai beaucoup essayé le vert bleu, puis j'en avais conclu justement que
Parce qu'il y a du monde qui jouait Iram puis Popsicle, puis je pense pas que c'est la Voilà. façon de jouer plus ça. Même Diablo avec, je trouvais ça trop lent en Inkable. C'était quelqu'un dans une situation où est-ce que tu voulais vraiment vider ta main, ça t'empêchait de le faire. Tu piochais déjà assez, fait que piocher 2 fois, ça va à rien un peu. Fait que non, je pense que justement, la prochaine version, si ça se joue avec le Basile, je pense que tu mets pas Diablo, puis peut-être, en fait, oui, je pense que tu joues Typo pareil, puis tu montes tour 4, tu mets Tala, puis je pense que ça va être la façon de... Si c'est joué, je pense que c'est la façon de jouer. C'est aussi que je pense que la différence avec ce deck-là, vu qu'il peut se contrôle, c'est que oui, tu ramp, puis après, je pense que là, tu peux discard agressivement dans le sens où est-ce que, tu sais, c'est à chaque fois que tu ink, tu payes 1 pour pouvoir discard, ce qui veut dire que, genre, si tu as beaucoup de ink, tu es monté rapidement, et tu as des tools pour ancrer, genre, off-air go pis tout, ben comme ça se peut que tu fasses des scores 3-4 dans un tour à la fin, sans trop d'énergie non plus. Fait que je trouve que comme ça peut être ça la line, c'est genre tu joues hyper contrôle, tu joues genre tu ramp, puis après ça, t'es comme bon, là je me suis rendu à la place où je suis confortable, toi il te reste combien de cartes en main? Ah, beaucoup, ok, Clarabelle. Ah, pas beaucoup, je t'en enlève 3. Tu sais, A friend like me. c'est plus ça que genre Moi, discard, parce que discard, où est-ce que c'est fort, c'est que ça discard rapidement. C'est que genre, ça met ton plan de match aux autres quand t'es rendu tour 3, tour 4, là, tu manques de gaz puis t'en as plus. Versus, c'est vraiment lent. Si tu veux genre jouer, assumer discard, mais commencer à discard à partir du tour 6 et plus, t'as d'autres choses qui font ça mieux que ça, tu sais. Friend like me, je suis pas sûr, par contre. Ce que moi j'ai peur de voir, là, puis qui pourrait être intéressant, c'est parce que bleu, c'est la synergie des items, right? Fait que ce que j'ai peur de voir, c'est un espèce de deck Basile avec une synergie de Prince John Mirror, que tu peux cheater des items. Prince John Mirror limite la main de ton adversaire à 3-4, puis là, avec Basile, tu vas l'utiliser en mid à endgame pour discard des 3-4 à chaque tour ou de quoi de même. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, mais je sais que c'est le genre de carte qui ouvre beaucoup de portes à beaucoup de types de jeux. Donc, fait qu'on a hâte de voir jouer ou pas? ce que ça va sortir. Si vert bleu marche dans la méta, oui. Je pense que c'est vraiment vert bleu qui va l'utiliser. C'est la seule, je Si pense. c'est joué. On va l'avoir un petit peu, mais pas méta, mais on va l'avoir. Ouais, c'est de le fun. Ouais, vert bleu, oui. Peut-être. Dans le premier mois, tu vas le voir beaucoup, cette carte-là. Basile, ça c'est ça. Il y a beaucoup de monde. On le voit que la prochaine, qui est une des cartes, autant à cause du artwork que la carte elle-même qui m'excite le plus pour le 7-6, Moï Half Shark dans le rubis. Le Moï, moitié requin, moitié humain, coste 6 ancrable, 7 d'attaque, 5 de vie. Donc, c'est plus fort encore que le Moï Roche qu'on avait pour un coup de plus. Et elle est évasive. Mais elle quest pour 1, ce que l'autre Moï n'avait pas. Et a surtout 2 habiletés vraiment bonnes. La première étant que quand tu challenges avec ce Moï-là, tu peux reprendre une action de ta défausse. Et à chaque fois que tu joues une action, tu gagnes un lore. Très pratique dans... Je pense que cette carte-là, c'est à voir, ça c'est mon opinion, elle va peut-être permettre à un deck comme rouge-gris de fonctionner. Parce que rouge-gris, souvent, tu manques de cartes, tu le quittes, puis ça rend à 6, c'est pas hors d'atteinte. Tu as ça pouvoir aller récupérer des cartes à toutes les attaques, que ce soit pour t'en servir comme encre ou carrément pour l'action. Je pense que cette carte-là, on va la voir dans beaucoup de listes, moi, la Moï. Il y a beaucoup de belles synergies avec du rouge-vert aussi, là, tu sais, comme pour jouer plusieurs chansons. Il y a la nouvelle location que tu cheats moins pour un encre de main, la première chanson, puis la deuxième chanson te donne 3 encres pour une affaire de même, là, la nouvelle location, là, fait que, ou un encre, pardon, un lore. Fait que j'ai hâte de voir, mais les boys, moi, c'est sûr que déjà là, je suis depuis Day One, je suis un gars qui joue du rouge. Puis je joue du rouge pour Maui. Je me souviens quand que j'étais à Gen Con, j'ai vu Maui, j'ai dit, mais non, c'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop cool. Tu sais, je veux cette carte-là partout. Fait que genre, dans toutes les decks que j'ai essayé du rouge, le rouge-vert, le rouge-gris. Et Maui, c'était toujours là parce qu'elle est juste trop nice. Fait qu'un autre Maui qui est jouable, déjà là, moi, je suis déjà satisfait, ça a l'air d'être vraiment cool. Puis, il y a une variante d'un deck que j'avais essayé avant qui était pas tout à fait jouable parce qu'il manquait de reach, je trouvais. Tu pouvais te placer bien, mais comment tu finissais la game, c'était difficile. C'était une version qui était vert-rouge, mais action, avec les airfoils. Je sais pas si vous connaissez airfoil. Là. Oui, quand tu joues 2 actions. Quand tu joues 2 actions, tu piges une carte. Ça coûte juste 2 items, puis c'est inkable. C'est rétroactif aussi. C'est rétroactif, puis comme qu'est-ce qui arrive, c'est que tu peux facilement en placer 2-3 dans une variante plus contrôle. Tu as réussi à en placer 2-3.
Quand tu avances 2-3, là, c'est exponentiel. Souvent, quand je jouais cette version-là, je finissais quasiment mon paquet de cartes au complet. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Tu finis ton paquet de cartes parce que tu joues plein d'actions, mais tu n'avais pas du reach. Tu tues, mais tu quests pas. Tu tues, tu piges beaucoup, mais tu fais rien d'autre. Mais là, live, avec ce Maui-là, ben de un, tu vas chercher les cartes qui sont clés de ton deck, fait que c'est super bon. Puis de deux, ben là, t'as du reach. Là, tu te rends à un stade où est-ce que t'es bien, t'as beaucoup de hang, t'as beaucoup de cartes, tu joues Maui, et là, en plus d'être récompensé en pigeant quand tu joues 2 actions, ben tu gagnes 2 l'or. Fait que moi, je me dis, s'il y a peut-être une possibilité de faire ça, surtout avec l'action 1, rouge, que tu voles un l'or. Ouais. Ben, cette action-là fitterait peut-être dans ce deck-là, dans le sens où est-ce que si t'arrives, mettons, mid-late game, puis là, vous battez un peu pour les lords, puis c'est comme, qui va gagner tout. T'arrives, puis là, t'as 2 fois cette carte-là. Fait que là, tu hardcast 2 fois, tu gagnes 2 lords, il perd 2 lords, tu piges une carte. Puis si t'as joué Maui, ben là, au lieu de gagner juste 2, tu gagnes 4. Puis là, tu peux vraiment, genre, c'est une mini Parasite. Exact. Fait que je pense que cette carte-là est bonne dans beaucoup, beaucoup de decks. Mais peut-être ça va être la carte qui manquait pour que le Airfoil deck existe aussi. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. Regarde, moi, je la vois grosse, cette carte-là. Pour moi, pour le moment, c'est la Enchanted 17. On va voir. Des fois, on a des attentes avant, puis ça bouge, mais présentement, moi, je pense que c'est celle à se procurer, puis c'est celle qui va avoir le plus d'impact dans la méthode. Mais je pense qu'il y avait joué dans même des decks qui sont pas focusés action, là, comme je pense dans du. Oui, c'est même dans du bleu-rouge, là, je le vois parce que. 5. Avec, tu sais, mettons, la version bleu-rouge, j'étais, mettons, là, rapidement, mettons, là, tu sais, je pense avec le, je l'ai joué avec le Fishhook, puis des Maui, déjà, là, c'est déjà super bon avec une Queen qui l'apporte gratuitement. Mais c'est aussi, cette version-là, je jouais aussi Vitalisphere. Fait que c'est quand même cool de, je pense, pouvoir, jouer Maui, directement rusher avec, reprendre un Brawl ou, je sais pas quelle action t'aurais pu, un Off-Algo, whatever, quelle action t'aurais pu jouer. Be Prep, mettons. Ça. Fait que non, je pense que c'est sûr, c'est sûr que ce que j'aime de cette carte-là, c'est que même, t'as pas à en faire le centre de ton deck pour qu'il soit joué. Tu sais, le truc de Airfoil, c'est que, genre, c'est juste un petit fantasme, mais en vrai, ça, tu peux le plugger dans des decks sans vraiment tourner autour de la carte, et la carte est bonne en soi. Ouais. C'est ça qui fait que des cartes sont bonnes. Quand tu dois construire un deck autour d'une carte, des fois, c'est un flop. Mais quand la carte est bonne dans tous les decks, c'est là que ça peut devenir un staple. Puis ça, je pense que ça peut être un staple. On parle dans le rouge-bleu, une interaction tout simplement qui peut être le fun, c'est que tu peux aller rechercher un Off-Algo puis le rechanter avec en étant évasif. Il est tellement difficile d'atteindre. Il faut qu'il challenge. Fait que dans ce cas-ci, il ne pourra pas chanter. C'est tour d'après. Ou quoi que ce soit, tu peux le personnage, ou si tu joues avec le fou ou quelque chose dans ce genre-là, il y a d'autres. Il y a plein d'affaires le fun qui vont pouvoir être faites, ça c'est sûr. Elle arrive taux 6, right? C'est ça? Ouais, taux 6. Ça arrive taux 6, ce qui est cool, c'est que si tu avais un Maui qui traînait taux 5, ton Maui, souvent, quand il y a challenge puis il n'y a rien à faire, il est comme, what's up? Ben, t'amènes de quoi, puis tu peux le chanter avec ton autre Maui qui sert à rien, tu sais. Fait que ça, moi, je dis un gros thumbs up. Ça va définitivement avoir de la place. Il y en a 2 autres que j'avais noté. On va aller rapidement parce que je vois le temps passer quand même. La première, c'est une carte grise. Twin Fire, une action. Une action qui coûte 2 uninkable. Deal 2 damage to chosen character. Then you may discard a card to deal 2 damage to another chosen character. Comme on dit en anglais, the rich gets richer. Une autre carte de removal early dans le gris qui peut faire vraiment mal. Comment tuer un début de game avec 2 cartes puis 2 encres? C'est très bien. Ouais. Ben, c'est on parlait de genre de workaround les removals du gris en mode genre, je mets un character qui a 3 points de vie, je mets un character qui a 4 points de vie. Nope. Non, ça doit être automatiquement sur 2 caractères différents ou ça peut être une character. Laisse faire. Fait que dans ce cas-ci, c'est moins bon que je pensais. Comme c'est bon, je pense, mais ils ont déjà assez de removal qu'ajouter un slot uninkable 2, c'est discard a card, mais je pense que ça ne sera pas tant un staple autant qu'on le pense. Le moindrement qu'il y a des decks aggro, je pense que c'est quoi tu tues 2 oiseaux avec la même pierre. Là. Parce que tu gagnes déjà ton deck aggro anyway. As-tu besoin de plus de removal uninkable? Je trouve que, mais peut-être, mais je pense juste que c'est pas obvious que ça va être un staple. Je pense que comme ça peut peut-être trouver sa place, mais pas si tant que ça. OK. Ouais, puis Cédric, tu marques un vraiment bon point parce que est-ce que tu vas décider de couper sur des affaires comme Storm, Rage On, puis d'autres Uninkable qui sont vraiment fortes que tu jouais déjà? Tu sais, l'autre, ça fait 2 damage, tu piges une carte, puis j'ai une carte, c'est très fort, ça donne des options
Fait que, à voir si la méta devient beaucoup plus aggro avec les Simba, les Tiana, puis les affaires de même, puis t'as beaucoup de one cost, quest pour 3 dans les decks, tout ça. Peut-être que tu vas en techner 1 ou 2, mais c'est ça, faut savoir, parce que tu te bats comme beaucoup de honey. Ben, c'est voir, tu sais, c'est-tu une carte qui est win more? C'est comme, si tu gagnes déjà contre du aggro, tu sais, est-ce que tu veux une autre carte meilleure contre aggro? Exact. Faut voir la méta s'en va où. Mais en y pensant, tu sais, comme là, je travaille sur un deck avec genre des. Fire de Kennen, en vrai, je pense que c'est vraiment meilleur. Dans le sens où est-ce qu'il y a comme une carte que pour 1, tu sais, c'est unikable, c'est 1, mais genre, tu perds pas 2 cartes, ça se place partout, puis c'est jamais gaspillé. Fait que celle-là, si, exemple, tu te dis, oh non, je veux pas discarter une carte ou que, il y a juste une carte on board que je veux faire, ben là, t'es comme, OK, j'ai une version de Fire Cannon, mais moins bon. Fait que. C'est vrai, t'as un point là, c'est quoi qu'on enlève? Parce que oui, quand on regarde la carte individuellement, elle est vraiment forte, ça aurait été dans n'importe quelle autre couleur, puis on aurait dit c'est rendu un auto-include dans les autres couleurs. Ah oui. Mais dans le gris, c'est vrai, quand on y pense, c'est à quel point qu'ils ont déjà des bons removals que cette carte-là, à vous entendre parler, sur le coup, moi, j'étais tout ultra hype, mais c'est vrai, dans le fond, il y a déjà des cartes qui font la même chose. Mais bon, quelqu'un qui n'a pas fait de Fire the Cannon, quelqu'un qui veut spécifiquement taker pour 2 cartes, ça peut le faire. Mais en effet, c'est tellement d'options en Inkable déjà dans le gris. Là. Ouais. Si tu avais le choix d'être cumulatif, ce serait vraiment meilleur. Tiens, mettons, je décide de faire 2, et soit je fais 2 sur un autre target ou 2 sur le même. Ben moi, je pensais que c'était ça au début. Fait que moi, je suis embarqué sur genre, vous avez raison, c'est débile. Ouais. J'étais genre, ça tue toutes les cartes de cette counter, cette couleur-là. Ben oui. C'est ça qu'on se pensait au début, mais c'est vrai que c'est vraiment écrit Another Chosen. Donc, fait que dans ce cas-ci, c'est un autre joueur, un autre perso. Je suis moins sûr. Ouais, fait que dans le gris, il y en a un autre que j'avais noté que je viens de racheter on the spot. J'en parlerai pas trop longtemps. C'est juste que j'ai eu un petit flash. Il y a eu une nouvelle John Sever légendaire qui a été revealée. De mémoire, elle coûte 8 et chiffre 5 ou 6. C'est un gros corps, mais elle avait une habilité qui était vraiment forte. C'est At the beginning of your turn, you may deal 1 damage to each ready character your opponent have. Fait que ça peut faire mal. Ça, c'est... Ouais, en plus, Resist 2, je ne l'ai pas analysé en profondeur, mais ça va être une carte qui pourrait faire mal dans les decks qui sont capables de ramper et tout, là, parce que c'est sûr ça peut être long à jouer, là, mais aïe aïe aïe. Puis je vais finir avec une dernière carte que j'avais pas le choix de dire, c'est une des cartes que moi que je suis le plus hype. Cli dans le bleu. Une petite carte ancrable à 3 d'attaque, 4 de défense, quest pour 1. C'est l'habilité que j'aime beaucoup. C'est quand tu la mets en jeu, tu dois prendre un de tes personnages et le mettre dans ton encre. Ça va être joué, ça. Ben oui, parce que moi, comme que je vois, là, c'est que tour 1, tu fais n'importe quoi. Tour 2, typo. Tour 3, tu quests avec ton typo, tu joues Plikli, tu es déjà rendu à 50. Ton tour 4, tu es à 6 encres. C'est... Ouais. Je sais pas si tu le joues tour... Je sais pas si tu joues tour 4 parce que c'est pas une curve. Peut-être que tu le joues... Ben, à moins que tu mets un popsicle après ou de quoi. Ben, moi, quand je le vois, ben, c'est ça, mais au BDK, quand même, ça reste un perso à 3-4. Non, oui, si tu le mets tour 3 quand tu es à 4 encres, c'est quand même bien parce que tu vas être capable d'enlever pratiquement n'importe quel threat sur le board à ce stade-là de la game. Mais c'est qu'en plus, son body est genre, la carte est vraiment elle va être jouée, je suis sûr, là, parce que quand tu penses à Mickey Mouse Détective, mettons, là, que c'est une 1-3 uninkable. Le live, t'as inkable, déjà, là, mais c'est une 3-4. Une 3-4, là, ce body-là est incroyable. Ça, en fait, ça me fait beaucoup penser au Madame Mime. Dans le sens que, tu sais, Madame Mime Fox, mettons, c'est quasiment comme s'il considérait le fait de bantir une carte comme un downside. Fait que t'as un vraiment gros body en échange. Là, tu as un vraiment très bon body. Puis le fait de mettre une carte dans ton Inkwell, c'est un avantage aussi là, quand tu mets une petite carte qu'on s'en fout. Là. Fait que pour moi, c'est incroyable, là, cette carte-là. Ça va être joué, je suis sûr. Là. En tout cas, moi, présentement, avec du recul, c'est une des cartes que je vais le plus rentrer dans mon deck bleu-vert que je veux faire. Ça et la Gogo Tamago, là. Mais ça, on a parlé la semaine passée. C'est fort. En tout cas, Puis il y a une carte, sans trop rentrer de détails, on en parlera dans une autre fois, mais il y a un item dans le vert qui coûte 1 ancrable, c'est le pod. Le pod qui fait qu'au début de ton tour, tu peux bouger une personne dans un location. En ce moment, c'est location mais le upside de cette carte-là, si les locations deviennent méta, elle est incroyable. J'ai vraiment hâte de voir tout ce que ça rentre dedans aussi, là, comme moi, la carte que je pense que le monde en parle peut-être pas assez, mais c'est la nouvelle Moana Tour 1. Pété dans la tête, dans le sens où est-ce que tu regardes, t'es comme, c'est une tour 1, je m'en fous. Non, c'est une tour 1, 3-2. Inkable. Je veux dire, qui quest. Je veux dire, là, le monde sont encore, tu te dis, OK, il faut que tu aies un captain pour challenge. Fine. Mais genre, elle peut quand même quest pendant ce temps-là.
puis tu glisses 1 ou 2 capitaines on curve, puis comme tu as un qui a une shift target qui est vraiment cool aussi. Ouais. La nouvelle là, qui était sortie, tu étais comme on ne sait pas si c'est bon parce qu'il n'y a pas tant de Moana qui est nice à shifter. Elle est pas genre c'est une 1-3-2. Elle joue tout seul. Tu peux la jouer avec rien d'autre, puis elle est déjà bonne. Fait que ça, je pense que c'est une 1 qui peut être un staple. Là. Exact. Ouais, non, c'est un bon point parce que 3-2 en crabe, ça va rester longtemps sur le board. Puis si tu joues pas gris et tu veux la tuer, c'est sûr que tu crashes au moins un personnage dedans. Exact. Puis c'est ça. C'est bon point, c'est vrai. On pense à Banzai. Banzai, là, c'est. Oui, elle peut se faire contrer contre du steel, mais on voit comme quoi les stats 3-2, ça fait chier bien du monde. Et imagine ça, Tour Inkable. Fort. Bon, fait que on a fait le tour, je pense, des cartes qu'on voulait vous parler aujourd'hui, parce que c'est sûr qu'on aurait pu continuer pendant longtemps. On a tous pas mal hâte. Ça arrive vite, hein? C'est dans 3 semaines déjà la release de Azurity. Fait que c'est sûr que d'ici là, on va vous en reparler. En fin de semaine, c'était le dernier week-end des 7 championships de Shimmering Skies. On va faire ça vite. Xavier, Cédric, vous l'avez dit, vous n'avez pas eu le temps de jouer vous autres cette semaine. Moi non plus. Dan, rapidement, comment a été ton tournoi? Okay, c'est bon. Je te dirais so-so. J'ai amené un deck que j'ai vraiment amené un deck que j'ai eu du fun à jouer depuis la fin, le dernier mois, qui est mon vert mauve, que j'aime beaucoup. Je savais où est-ce que je m'en allais. Il allait avoir beaucoup de style, fait que j'allais trouver ça difficile. Puis il allait avoir du match-up un peu qui était moins favorable pour moi, parce que c'est best of 2 en plus, c'est ça. Puis c'est plus un deck qui strive quand tu es capable de faire un 2-3. Parce que, tu sais, comme il y a beaucoup de learning pattern qui arrive avec le vert bleu, le vert mauve, qu'est-ce que je garde dans certains match-ups? Si c'est un match-up plus late, je vais jouer mes Merfolk, mes Banzai. Si c'est plus l'aspect contrôle que je veux jouer, je vais aller chercher mon Lyle et des affaires de même. Fait que, tu sais, j'ai fini 5e. C'était correct. Là, tu sais, j'ai eu ma deuxième madrigale. Mais fait que c'était cool, là, mais j'étais vraiment là pour avoir du fun, là, parce que c'est un deck que j'ai beaucoup aimé, puis que je trouve que le deck va être vraiment fort, surtout avec l'arrivée de Gogo Tamago, puis d'autres tools là, qui vont faire que c'est beaucoup plus intéressant. Fait que, comme tu parlais de Reach tantôt, Cédric, c'est un deck que je trouve qui est fort, mais qui manque ce petit Reach de Gogo Tamago, parce que tu vas te rendre à 15 à 16 très facilement. Puis c'est là, après le game state rendu là que, à moins d'avoir des gold bounce, tu closes pas la game. Fait que je pense que ça va être très intéressant à explorer une fois qu'on va avoir les nouvelles cartes. Le génie et d'autres trucs qui pourraient peut-être aider à closer. À voir. Et ben, ça, c'est quelque chose que. Bon, on va regarder ça peut-être la semaine prochaine. Je m'en allais dire justement, là, c'est comment vous avez trouvé le format des top 8 pour les cartes, mais on va en penser cette semaine, on vous en parlera la semaine prochaine. On est déjà rendu à 1 heure, fait qu'on va clore le tout pour cette semaine. Donc, premièrement, merci à Xavier et Cédric d'avoir pu partager avec nous votre amour du jeu. Merci à vous de l'invitation, c'était cool. Un petit rappel de vous abonner et de cliquer les notifications juste en bas ici. Là, Billy va mettre le lien. On voudrait aussi en profiter pour remercier le 3 Mana qui nous a permis de partager avec vous une super promotion qui a super bien fonctionné. Ça termine le 31 octobre au soir. Donc, si l'épisode sort d'ici là, n'oubliez pas qu'avec le code promo Uninkable10 au 3mana.ca, vous avez des super deals pour les cartes qui sont toujours au meilleur prix. Donc, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions, commentaires à notre adresse courriel lesunkable@gmail.com. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Merci les boys. Bonne semaine. Yes. Vous aussi. Salut. Bye. Hey, merci guys. Ciao.